Est-ce que Macron va se manger la défaite de l'année? Est-ce que Bardella va exploser les scores? Est-ce que Reconquête va faire plus de 5%? Bref, beaucoup d'enjeux politiques en cette fin de campagne européenne. C'est donc l'heure de faire un gros récap. Pour tous ceux qui n'ont pas tout suivi, et c'est normal de ne pas tout suivre, pas de panique, les journalistes de Valeurs Actuelles et le directeur de la rédaction Tugdual Denis vous racontent la campagne, les coulisses de ces 6 derniers mois dans les différents partis politiques, et on finira avec nos pronostics pour le score qui sera affiché dimanche à 20h. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Alors on commence ce gros récap des élections européennes de ces 6 mois de campagne avec Tugdual qui fait son grand retour sur VA+. C'est ça, sans bouteille de vin cette fois-ci. Qui n'était pas venu depuis son grand entretien avec Roselyne Bachelot, je pense. Dans le format un verre avec, un verre avec, je parle de bouteille de vin. Ouais. Qui reviendra peut-être. J'en profite pour vous faire une promo de cette magnifique revue Grand Débat qui, ce mois-ci, consacre plusieurs pages au match à 3 à droite entre Jordan Bardella et Marion Maréchal. Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal, des interviews passionnantes et surtout les coulisses de ce match qui s'annonce entre ces 3 pépites. Et si je peux même ajouter quelque chose, il y a les coulisses de leur relation à Valeurs Actuelles. Exactement. On raconte aussi comment ces 3 personnages-là ont élaboré leur relation avec la presse de droite en général et Valeurs Actuelles en particulier. Excellent, n'hésitez pas à vous le procurer, 12 €, un prix parfaitement honnête. Et justifié. Tugdual t'a dit il n'y a pas longtemps sur RTL, parce que voilà, Tugdual est régulièrement sur BFM et sur RTL. Et sur RTL, t'as dit que t'avais adoré cette campagne. Une campagne qui, au final, a été beaucoup plus passionnante qu'annoncée, que prévu. Bah écoute, moi en fait, j'étais hyper frustré pendant les élections présidentielles parce qu'il y avait la guerre en Ukraine et il n'y avait pas de débat public. Emmanuel Macron avait décrété qu'il fallait absolument être transi et inerte face à ce conflit, enfin, c'est-à-dire transi et inerte dans le cadre de l'élection présidentielle et pas regarder notre nombril ni notre débat public et n'avoir Dieu que pour ce conflit qui se passait à l'est de chez nous. Or, pour importante que soit cette guerre en Ukraine, il y avait quand même un certain nombre de petits sujets à régler en France sur notre rapport à l'immigration, sur notre rapport au travail, sur notre rapport à l'assistanat. Bref, tous ces grands sujets qu'une élection présidentielle permet, qu'une campagne pour les élections présidentielles permet et qui n'ont pas été tranchés. À mon grand regret, et je pense que tous ceux qui aiment le débat ont été frustrés pendant cette élection. D'ailleurs, il y a eu peu de débats. Emmanuel Macron, je crois de mémoire, a fait un meeting à la Défense. Ouais, peut-être un deuxième à Marseille, je crois. Mais... En tout cas, voilà. Peu. Campagne vraiment minimaliste. C'était d'ailleurs tactiquement justifié par ses conseillers à l'époque. Et le seul débat d'Emmanuel Macron qu'on a eu face à un candidat à l'élection présidentielle, c'était le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, auquel on avait déjà eu droit. Il a refusé de faire des débats avant le premier tour. Et puis là, on a cette campagne des élections européennes qui arrive, avec une actualité qui, au fur et à mesure des semaines, ressemble à l'actualité à laquelle on est habitué tout le temps, c'est-à-dire avec beaucoup de choses liées à l'insécurité, à l'immigration, à l'islam. C'est pas pour être monomaniaque que je dis ça, mais c'est pour appuyer le fait que justement en 2022 ou lors d'autres élections, tout d'un coup, il n'y avait plus du tout le même agenda médiatique. Et on parlait de sujets qui normalement intéressent un peu moins les Français ou desquels ils sont plus éloignés, et tout ce qui fait notre quotidien dans sa basse réalité était effacé. Et là, ces élections européennes, il y a eu cette conjonction, il y a eu déjà la crise des agriculteurs quasiment au tout début. Enfin, Marion Maréchal venait par exemple d'annoncer sa candidature. François-Xavier Bellamy, qui est quand même un député européen assez présent au Parlement européen et donc assez chaud sur les sujets d'agriculture, lui s'est mis dans le match. Et en fait, ça a été comme ça finalement un peu pendant toutes les élections européennes, avec une actualité. Donc c'était Samara, une lycéenne lynchée à Montpellier parce que tabassée devant son lycée parce que bien qu'étant d'origine musulmane,
elle se maquille et donc ses camarades de classe le lui reprochaient. Il y a eu le jeune mort à Viry-Châtillon. Il y a eu une attaque islamiste à Bordeaux avec un islamiste qui a planté 2 Maghrébins leur reprochant, alors qu'ils sont censés être de confession musulmane, de boire de l'alcool sur les quais de la Gironde. Il y a eu la tuerie d'Incarville avec les agents de l'administration pénitentiaire assassinés en pleine journée sur fond de narcotrafic. Et en plus de ça, si je peux me permettre, il y a eu des séquences de plusieurs semaines. Une qui s'est concentrée sur Mayotte. 2 mois plus tard, il y a eu Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire 2 vraies révoltes. 2 vraies révoltes, des mini-guerres civiles, entre guillemets, des émeutes aussi qui nous rappelaient celles de juin de l'année dernière. Et donc, il y avait la conjonction de ces actualités très fortes et qui remettaient devant de la scène des vrais problèmes que rencontrent les Français depuis des décennies presque, et en même temps l'émergence de personnages qui, selon moi, sont quand même assez appétissants, quoi. Bardella, superstar. On va y revenir. Ouais. On va y revenir, mais juste sur ce que tu disais à propos de cette élection très différente de celle de 2022. On peut dire qu'Emmanuel Macron est un peu dépassé en fait par les événements. Est-ce que c'est l'une des premières fois dans un contexte électoral qu'on le voit perdre pied, pas maîtriser et les intentions de vote comment dirais-je le jeu politique. Effectivement, Valeurs Actuelles consacre sa couverture d'avant le premier tour, il n'y a qu'un tour aux européennes, mais d'avant le vote des européennes à Emmanuel Macron, parce que on pourrait se dire le fait politique, ça va être le score de Jordan Bardella ou je sais pas moi, le retour de Marion, que sais-je. Non, en fait, le vrai fait politique, finalement, c'est la défaite incroyable d'Emmanuel Macron, président de la République réélu il y a à peine 2 ans. Mais c'est là où on se rend compte, en fait, le problème de légitimité et de représentativité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a été réélu il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te souviens, et si les téléspectateurs de VA+, se souviennent, mais de la cérémonie au Champ de Mars, le soir du 2e tour. C'est complètement crépusculaire, complètement artificiel. Il y a trois plaies inattendues. Il n'y a pas d'ambiance. Il fait un discours, il n'y croit pas lui-même. Et en fait, parce que toute la campagne était comme ça, on ne s'en était pas rendu compte, mais tout est comme ça. Et là, il y a des vrais candidats, il y a une vraie actualité, et puis il y a Emmanuel Macron comme ça, un peu nu, désarmé, face à ces problématiques qu'en réalité, il n'a jamais su résoudre. Et le fait que la candidate de la majorité présidentielle soit potentiellement 3e derrière le Rassemblement national et le représentant du Parti socialiste, ça signe un vrai problème de représentativité. C'est-à-dire que pour gouverner, tu as besoin d'un soutien populaire, d'une onction électorale, mais la réalité c'est que 2022 c'était un hold-up et que on se retrouve avec un président qui là, le score de Valérie Hayé aux européennes, c'est le score réel qu'aurait dû avoir Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, le score de Valérie Hayé, en fait, quoi qu'il arrive, cette élection sera un échec. Ah bah total, parce que honnêtement, Valérie Hayé, c'est sûr et certain qu'elle va faire un mauvais score, et c'est sûr et certain aussi que c'est une mauvaise candidate. Et ça a été ponctué d'immixtions d'Emmanuel Macron dans la campagne, à chaque fois ratées. Il va en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu un coup tactique quand même pour ramener la lumière sur lui. Il reste 18 heures, il résout rien, c'est toujours la catastrophe. Un mois plus tôt, ou un mois et demi plus tôt, il parle de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Ça fait une énorme polémique et c'est fait à dessein chez Emmanuel Macron pour cliver et puis pour essayer de réveiller le camp des progressistes, entre guillemets, de pouvoir caricaturer ceux qui vont s'opposer à cet envoi de troupes au sol. Et en fait, il s'est fait désavouer par un certain nombre de chancelleries européennes, très peu suivies en France sur ce sujet, et donc à nouveau échec. Jordan Bardella fait un débat face à la télévision sur France 2 face à Gabriel Attal. Ça fait 3,6 millions d'audience. Attal, honnêtement, plutôt l'emporte face à Bardella, qui normalement plie ses adversaires. Mais là, sur ce coup-là, Attal était clairement pas mauvais. Le lendemain ou le surlendemain, Emmanuel Macron fait savoir que lui ferait bien un débat face à Marine Le Pen. Donc, il annule toute la victoire de Gabriel Attal sur Bardella. Et en plus, il crée une polémique complètement artificielle sur le fait de genre, qu'est-ce que viendrait faire un président de la République en débat face à une potentielle candidate à l'élection présidentielle de 2027, où lui-même d'ailleurs ne pourra pas être candidat, si ce n'est pour essayer de prendre un peu de lumière et
mettre son grain de sel dans le jeu bien huilé d'une élection qui n'avait pas besoin de lui, en fait. Alors, si on sort un peu de la Macronie, qui t'a le plus surpris? Est-ce que c'est Bellamy plus offensif qu'en 2019? Est-ce que c'est Glucksmann, que personne n'attendait, à ma connaissance, autour des 15%? Est-ce que c'est Marion Maréchal, qui finit assez fort sa campagne après avoir été assez discrète? Finalement, là, il y a eu des différents débats qui lui ont permis d'être... De capter quelques coups de projecteur, ou est-ce que c'est En fait, Rima Hassan ouais. qui fait Non, mais partie des... En réalité, la seule qui m'a pas surpris, c'est Valérie Ayé, parce qu'elle fait exactement la même campagne que Nathalie Loiseau en 2019, c'est-à-dire quelqu'un sans aspérité, sans charisme, avec un programme ennuyeux et un projet complètement dépassé. Donc là, c'était très attendu. En revanche, Marie Toussaint, qui normalement qui représente les écologistes, normalement les écologistes, c'est une élection pour eux. Et là, ils mettent une candidate vraiment nullissime. Donc c'est quand même la petite surprise que les Verts, qui normalement savaient au moins faire une chose dans la vie, c'était réussir leurs élections européennes, out. Manon Aubry, candidate de la France Insoumise, bon, on se disait ça va être la même chose qu'en 2019. C'est pas quelqu'un qui risque de prendre la lumière un jour à Jean-Luc Mélenchon. Et là, les Insoumis qui ont ce talent-là, de réussir à tout d'un coup faire émerger des figures absolument hystérisantes, et hop, ils créent un personnage politique en 3 semaines, quoi. Je veux dire, Ils sont dépassés presque. moi, je crois que tactiquement, c'est ce qu'ils cherchent, à vraiment cliver, à essayer de ramener vers eux le plus d'électeurs de confession musulmane, des banlieues, tous les gens ultra sensibles à la cause. Ouais, mais je suis pas certain qu'est-ce que Rima Hassan est vraiment quadrillée par le parti. Elle a l'air d'être un électron libre total. Je crois pas, moi. Ouais. Non, moi je crois que Manon Aubry, Alexis Corbière, 2-3 personnes comme ça, un peu plus républicains à la France Insoumise, aimeraient bien la cornaquer. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est très content, parce que Rita, il a saboté la campagne de Manon Aubry en étant sûr que comme ça elle prenne aucune lumière. Il fera pas de score, mais il prépare pour la présidentielle 2027 le fait que son électorat en banlieue soit très sensible au fait que eux défendent à ce point-là la cause palestinienne et soient autant anti-israéliens, à la frontière quand même de l'antisémitisme. Et puis surtout, il y a quand même si on enlève toute considération morale ou même électorale, il y a cette capacité inédite et incroyable des Insoumis à créer un personnage politique en 3 semaines. Je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient savoir faire ça. Et après, il y a les 3 candidats de droite. Honnêtement, Bardella, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant superstar. On le voit progresser de semaine en semaine. Dans Valeurs Actuelles, on avait même écrit que quand même attention, parce que je veux dire, il n'avait pas non plus d'expérience de terrain, il n'a pas les mêmes blessures que Marine Le Pen, donc pour parfois de temps en temps un peu tempérer la musique unanimiste sur lui. Et en fait, la réalité, c'est qu'il est très très fort, quoi. Je veux dire, moi j'ai vu le débat avec Valérie Ayé aux premières loges à BFM. Il était monstrueux. Et même le débat face à Attal, quelque part, il a été meilleur que Marine Le Pen face à Macron dans les débats d'entre-deux tours. Donc même s'il était moins bon que Attal, il était quand même pas loin de la marge. Donc ça, c'est quand même incroyable de voir comment... Alors qu'on a longtemps cru d'ailleurs qu'il allait refuser les débats, qu'il allait pas se mouiller et attendre finalement le vote. Malheureusement, il n'a pas voulu débattre face à Marion ou face à François-Xavier Bellamy. Et ça, on comprend... En face à face, ouais. Ouais, on le comprend d'un point de vue tactique. C'est pour ça que nous, on a contourné l'obstacle dans le grand débat que tu as présenté tout à l'heure, en faisant des très longs entretiens de chacun et en expliquant comment les uns et les autres se jaugeaient. Mais ça, moi, c'est ce que je reproche à Bardella. Pour le coup, je comprends sur le plan tactique de ne pas le faire, mais sur le plan démocratique, c'est dommage, parce qu'on a envie de choisir en âme et conscience entre les 3, quand on est de droite. Marion, moi je l'avais trouvé pas terrible en 2022 quand elle avait rejoint Éric Zemmour. La plus-value de son retour en politique, c'était pas évident. Là, je trouve qu'elle fait une bonne campagne, en plus une campagne compliquée, parce que il y avait quand même en interne avec Zemmour et Sarah Knafo beaucoup de forces contradictoires qui s'opposaient. Et moi, je trouve qu'honnêtement, elle avait du peps. Elle a retrouvé un peu la grinta qu'elle avait en 2012, quand elle était députée. Et puis Bellamy, voilà, la force tranquille quand même, qui a fait une petite traversée du désert, entre guillemets, sur le plan politique depuis sa dernière élection européenne où il était tête de liste. Et qui, là, semaine après semaine, jour après jour, démontre que l'intelligence, ça peut servir à quelque chose en politique. Et qui a trouvé un angle assez malin, qui est celui de
du refus du match Macron-Le Pen. Macron-Le Pen, et aussi du refus de la captation du débat public par le service public. Il a encore refait aujourd'hui parler de lui parce que il était auditionné par France Info. Juste après Valérie Hayé, qui a été rejointe par Gabriel Attal. Qui a été rejointe par Gabriel Attal, qui s'est invité là-dedans comme au plus beau temps de la monarchie. Enfin, je veux dire, si ça avait été Sarkozy ou sous Sarkozy, que ça serait quelque chose comme ça serait passé. Mais... Sarkozy qui rejoint NKM. mais ça aurait été des cris d'orfraie de tout le monde. Sur le népotisme, sur... Mais est-ce que Bellamy peut vraiment capitaliser là-dessus ? Est-ce que c'est pas des coups d'éclat qui appartiennent un peu à une sphère Mais il n'est pas exclu quand même, et c'est ce que craint Bardella, que Bardella étant très haut dans les scores, que des électeurs de droite se disent « Tiens, je veux récompenser un petit candidat pour le féliciter de sa campagne, de certains axes qu'il choisit. » La troisième voie quand même entre Macron et le RN, il y a des gens qui ont de l'appétit pour ça, hein. C'est-à-dire un parti qui sur le plan économique est quand même beaucoup moins collectiviste que le Rassemblement national, un parti dont on sait que il y a des élus locaux assez solides, ce qui est quand même le cas pour les Républicains, et en plus là avec un candidat qui est droit dans ses bottes, qui a des convictions, qui est sympathique, qui est vraiment très intelligent. Enfin, moi, je l'ai vu sur scène à l'Olympia dans ses soirées philo. C'est très spectaculaire, hein, qu'il soit homme politique ou pas. Il y a peu de gens en France qui sont capables de faire ça. Donc voilà, je trouve ça réjouissant, l'émergence de nouveaux personnages, parce que le macronisme a tendance chimiquement à tuer la politique. C'est pas de la recomposition politique, c'est de la désintégration politique. Il théorise le fait qu'on met des primo-élus à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a aucune tête qui dépasse, qu'ils ont un groupe de 300 députés à l'Assemblée. Je suis incapable de t'en citer 4. Ils mettent des ministres inconnus exprès aussi, parce qu'il faut surtout que personne ne vole la lumière de Jupiter. Et puis là, en fait, malgré cette difficulté conjoncturelle, les partis politiques arrivent à reproduire des personnages. Petite coupure dans cette vidéo pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est hyper important pour nous si vous voulez nous soutenir et si vous voulez propager nos idées partout sur Internet. J'en profite pour vous parler également de notre site internet valeursactuelle.com, sur ordinateur comme sur portable, puisqu'une application toute neuve vient de sortir. Alors venez profiter de nos formules d'abonnement pour découvrir des articles exclusifs et être bien informé en temps et en heure. Mesdames, messieurs, je vous présente Victor Hérault. Bonjour à tous. Indéniablement, et je le dis au nom de toute la rédaction, est la pépite de notre centre de formation que vous pouvez retrouver chez Morandini assez régulièrement, sur BFM, et vous pouvez aussi le suivre sur Instagram et Twitter comme il est coutume de le faire. Alors Victor, toi tu as suivi la campagne européenne du côté de la Macronie. Ouais, tout à fait. La campagne de Valérie Hayé, une campagne que l'on qualifiera de chaotique. Et on va reprendre dès le départ, on va revenir au début, sa nomination qui arrive en fin février. C'est quoi le contexte dans le parti à ce moment-là ? Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui se passe en interne pour que la nomination du candidat de Macron prenne autant de temps ? Alors, ce qui se passe en interne, c'est très simple, c'est qu'il y a eu plusieurs refus. Il y en a eu... selon les personnes qu'on interroge au sein du parti, il y a des versions qui sont un petit peu divergentes. Il y en a qui disent qu'il y a eu 3 refus de grosses têtes. Donc on pense notamment à Gérald Darmanin, à Bruno Le Maire. On cite parfois aussi M. de Normandie, Le Drian. Donc il y a entre 3 et 5 poids lourds de la Macronie qui ont refusé cette candidature, mais parce qu'ils avaient le poids qui leur permettait de refuser. Maintenant, quand Emmanuel Macron contacte Valérie Hayé, c'est 48 heures avant son premier 20h. Donc c'est vraiment au tout dernier moment. J'ai discuté avec une ministre récemment qui m'expliquait que quand on est Valérie Hayé, on n'a pas le poids pour refuser au téléphone la proposition d'Emmanuel Macron. Et alors pourquoi tout le monde refuse avant ? Tout le monde refuse parce qu'en fait ils savaient très bien qu'ils allaient au casse-pipe. On sentait déjà que le Rassemblement national allait être en tête de très loin et qu'en fait la campagne européenne allait, pour le dire comme ça, flinguer celui qui allait être la tête de liste. Et c'est qui Valérie Hayé dans le parti ? Est-ce qu'elle a du poids avant cette élection, avant ce coup de fil, donc 48 heures avant le JT ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait autorité au sein de la Macronie ? Non, c'est pas quelqu'un qui fait autorité. En fait, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout, d'ailleurs on le sait, qui n'était pas du tout médiatisé, qui n'était pas du tout un poids lourd, mais même au sein du parti, elle pesait. Alors, unanimement dans le parti, tout le monde me dit que c'est quelqu'un qui est reconnu, 1, pour sa gentillesse, et 2, pour sa compétence technique, sa connaissance technique des dossiers européens. Ça, on l'a vu un peu partout dans la presse. C'est pas un mensonge, c'est-à-dire qu'au sein de Renaissance, ils sont tous convaincus que Madame Hayé est la plus compétente au niveau des dossiers, au niveau de la technicité au Parlement européen. Est-ce que c'est un peu la Valérie Pécresse de chez Macron, dans le sens... Voilà, elle maîtrise ses dossiers, elle connaît ses sujets, elle a de l'expérience
d'un point de vue technique, mais énorme problème de charisme. Et surtout, des plateaux télé qui, à chaque fois, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard, mais sont, pour certains gênants, pour ne pas dire plus, quoi. Ouais. Catastrophique. Non, mais c'est la comparaison qui est le plus venue. Alors, la différence, c'est que Valérie Pécresse était déjà un petit peu, enfin, était même carrément médiatisée avant. Il y avait un défaut on va dire, d'élocution et d'incarnation pendant la campagne. Valérie Yeye, c'est simple, elle n'a jamais eu de média training. En fait, en réalité, elle est quasiment jamais sortie de son bureau au Parlement européen. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour faire des médias, mais c'est comme ça. En réalité, tout le monde lui est un petit peu tombé dessus, assez injustement à mon sens, pendant la campagne. C'est quelqu'un qui n'a, au fond, rien demandé, qui n'est pas faite pour ça, qui n'a pas eu d'entraînement. J'ai pu contacter ceux qui l'entraînaient pour les débats, notamment face à Jordan Bardella. Bon, c'était des entraînements de dernière minute, et puis on me disait en interne, on comprenait direct que ça allait être foutu, quoi. Qu'elle n'était pas capable d'avoir cette aura médiatique-là. Mais le parti voulait jouer absolument sur le côté technique. Le problème, c'est que en débat et dans les médias, elle n'a pas réussi à faire valoir sa technicité sur les dossiers européens, puisque notamment Jordan Bardella a assez bien répondu sur le fond, et elle n'a pas réussi à le devancer sur la technicité. Et c'est pour ça que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont fini par s'engager dans la campagne. Voilà, tout à fait. Alors que le parti ne voulait pas, et notamment Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont dit tous les deux qu'ils ne voulaient surtout pas que cette élection devienne une élection nationale. Ils l'ont répété. En réalité, c'est eux deux qui sont entrés dans le jeu du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, quand il est à plus de 30%, il a tout intérêt à en faire une élection nationale, à en faire un 2027 avant l'heure. Pour faire un vote de sanction vis-à-vis du gouvernement et notamment capitaliser la haine. Jouer sur le barrage républicain. Voilà, ouais. Non, mais capitaliser surtout sur la haine d'Emmanuel Macron et se dire, voilà, c'est une élection présidentielle un peu cachée. Maintenant, quand Gabriel Attal va débattre avec Jordan Bardella et que Valérie Yeye, ce soir-là, on est réduite à commenter le débat, et que derrière, Emmanuel Macron propose un débat à Marine Le Pen qui pose ses conditions. Tout là-dedans montre qu'en fait, Renaissance est rentré dans le jeu du Rassemblement national et a nationalisé cette élection. Et d'ailleurs, le débat de Gabriel Attal avec Jordan Bardella est peut-être le seul moment un peu enthousiasmant de la campagne du côté de Macron, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des bonnes séquences. Il est enthousiasmant, mais il est tout de suite décourageant parce que j'ai suivi comme beaucoup de journalistes politiques ou même d'observateurs. On a regardé ce débat-là. Je maintiens, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires disant que c'était l'inverse. Non, je maintiens que Gabriel Attal a été très bon dans ce débat et au-dessus de Jordan Bardella, à mon sens. Je crois que Gabriel Attal a dominé le débat. Maintenant, le problème, c'est que Gabriel Attal, n'est pas sur la liste aux européennes, il n'est pas candidat, donc ce n'était déjà pas à lui, et François-Xavier Bellamy le disait très bien, ce n'était pas à lui de débattre. Là où c'est décourageant, on va dire, il y a une soirée d'enthousiasme, on se dit c'est bon, on revient dans la campagne. Et puis il y a le lendemain. Et il y a le sondage qui tombe le lendemain, post-débat, en demandant aux sondés, qu'avez-vous pensé du débat, qui est sorti vainqueur ? Eh bien, quoi qu'il arrive, c'est Jordan Bardella qui sort vainqueur du débat. Alors qu'objectivement, il était en dessous. Mais en réalité, ça veut dire que les électeurs, quoi qu'il arrive, soutenaient Jordan Bardella et que Gabriel Attal a eu beau sortir son meilleur jeu, à la fin, ça ne changeait rien à l'élection. Et d'ailleurs, donc, on notera que Gabriel Attal a mouillé la chemise pour sa collègue. Il y a quand même énormément d'absents du côté de chez Macron. Je veux dire, on n'a pas vu Gérald Darmanin de la campagne. On les a peut-être vus à des meetings, mais je veux dire, Bruno Le Maire, ils n'ont pas parlé. Alors, Bruno Le Maire est sorti du tout dernier moment, etc. Je veux dire, ils ont tous fait le service minimum. Est-ce que au final, il y en a certains qui espèrent qu'elle échoue? Et je vais vous dire ceux qui... Enfin, je vais te dire. Ouais. En fait, il faut faire comprendre à Victor qu'on n'est pas sur BFM. Il n'est pas habitué à l'exercice. C'est la politesse que ça. Non, mais ça a été d'ailleurs un gros reproche au sein de Renaissance. Il y a eu en fait, la plupart des critiques envers Valérie Yeye émanaient de ceux qui ont refusé justement la candidature. Et donc moi, j'ai entendu pas mal de ministres et de députés qui me disaient « c'est quand même assez vache ». De tomber sur Valérie Yeye alors que vous avez refusé la candidature et qu'en plus vous êtes ceux qui ont refusé la candidature sont ceux qui se sont, tu l'as dit, ceux qui se sont le moins engagés dans la campagne. Bruno Le Maire est sorti au tout dernier moment en disant voilà, j'ai sauvé l'économie française. Bon, ça, je lui laisse ce constat-là. C'est plus pour se faire mousser. Voilà, exactement. Ça. Et d'ailleurs, il dit « j'ai sauvé l'économie française ». Il ne dit pas « nous avons sauvé l'économie française ». Donc, il y a encore le côté « je me détache de la Macronie et je fais un petit peu cavalier seul ». Non, il y a eu beaucoup d'absents, de planqués dans cette campagne. Et en plus, les planqués de la campagne sont ceux qui étaient les plus sévères avec Valérie Yeye, mais qui ne faisaient rien pour l'aider. Là, on approche du 9 juin et donc du résultat final. On dirait que quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, il ne peut pas y avoir de sortie positive pour Valérie Yeye. D'ailleurs, je voudrais noter que Victor a fait un article avec le meilleur titre de la campagne qui s'appelle
la mayonnaise ne prend pas. Voilà, c'est du délice. C'est gentil. C'est excellent. Mais ça résume bien en fait la campagne, c'est-à-dire que il peut pas y avoir de fin joyeuse. Il peut pas. C'est une défaite. C'est un échec quoi qu'il arrive. C'est un échec quoi qu'il arrive. Maintenant, c'était attendu dans le parti. En fait, dès un tout petit peu après l'annonce de la nomination de Valérie Ayé, chez Renaissance, on me disait déjà, et notamment des cadres de la campagne, c'est-à-dire les personnes les plus impliquées et qui devraient normalement devraient être les plus enthousiastes et dire voilà, on va le faire. Ils me disaient déjà non. Et alors, si on se projette sur le résultat final, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que d'abord le parti considère l'hypothèse selon laquelle Glucksmann passe devant eux ? Non, pour eux, c'est sûr que Glucksmann ne passera pas. Ils ont vraiment confiance dans les électeurs qui iront dans les derniers instants voter pour eux. Ça a été le cas en 2019 où on prédisait un score assez bas à Nathalie Loiseau, puis finalement elle finit à 23%. Donc il y a eu un espèce de grand soulagement à toute dernière seconde. Et en fait, dans plusieurs élections, ça a été le même scénario pour Renaissance. C'est-à-dire qu'au dernier moment, on se rend compte que, peut-être 2 points ou 3 points qui sont gagnés dans les dernières secondes. Donc eux se disent, on va distancer Raphaël Glucksmann dans les derniers instants. Là, Valérie Ayé est donnée à 15% dans les sondages, à peu près 14-15%. À mon avis, il est pas absurde de penser qu'elle fera peut-être 17% à la fin. Mais enfin bon, eux se diront que c'est au-dessus de ce qui était prédit, donc que ce sera une victoire. Malheureusement, on sait tous que ce n'en est pas une du tout. Salut Sébastien. Salut Antoine. Merci d'être là, journaliste politique. Si j'étais de Libération, je dirais que tu couvres l'intégralité de l'extrême droite. C'est exactement ce que je couvre. Je vais pas résumer ça à ça. Tu as suivi la campagne de Marion Maréchal et de Jordan Bardella. On va commencer avec Marion Maréchal qui a lancé sa campagne très tôt, en septembre, je crois, à peu près en même temps que Bardella d'ailleurs. On aura le temps d'y revenir. Pourquoi ce choix d'entamer la campagne aussi vite ? Il ne faut pas oublier que Marion Maréchal, pour elle, les européennes, c'est un peu un retour en politique en réalité, puisque son précédent vrai retour pendant la campagne de 2022 avec Éric Zemmour a fait un peu pchit, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Le retour s'est fait trop tard dans la campagne, à un moment donné où la campagne de Zemmour commençait déjà un petit peu à déraper. Et même elle l'assume bien plus tard auprès de Valeurs Actuelles. Elle nous l'a dit, et qu'elle avait raté quelque chose en 2022, qu'elle n'avait pas su mettre d'elle, qu'elle est arrivée dans un mauvais timing, qu'elle n'était pas allée à fond, et que ça s'était senti. Donc pour elle, ces européennes 2024, c'est un retour en politique. C'est comme ça qu'elle l'a perçu. Et ils sont partis d'un constat assez simple, c'est qu'en fait, c'est une personnalité qui est extrêmement populaire, et ça se confirme dans les sondages, c'est une personnalité extrêmement populaire, notamment à droite, mais qui n'était pas identifiée. C'est-à-dire que les gens savaient qui était Marion Maréchal, ils l'appréciaient en partie, mais par contre, le pourcentage de Français qui savaient que Marion Maréchal avait quitté le Front National, qu'elle avait créé son école à Lyon, et qu'elle était revenue avec Éric Zemmour en 2022, était finalement assez faible. Et donc ils se sont dit, on part extrêmement tôt pour avoir une première période de campagne, en gros jusqu'en décembre-janvier, où on identifie Marion Maréchal en tant que tête de liste des européennes pour Reconquête. Et c'est ce qu'ils ont fait donc pendant ces 3-4 mois. D'après toi, c'est quoi la bonne séquence de Marion Maréchal dans cette élection ? On a l'impression qu'elle s'est quand même démarquée pendant les débats, elle a été très offensive. Est-ce que c'est l'une des meilleures dans l'exercice de cette campagne ? Moi, je trouve pas. Enfin, je l'ai trouvée moins épatante en débat qu'elle avait pu être lors de sa période Front National, où vraiment, c'est là qu'elle avait marqué des points pendant les régionales notamment. Moi, je l'ai trouvée très forte, et d'ailleurs, eux aussi, hein, je vends pas la mèche, elle a été très forte quand il fallait réagir à l'actualité. Que ce soit à Crépol, que ce soit récemment avec Incarville, que ce soit à Lampedusa avec l'arrivée de migrants, que ce soit avec la vague de déchristianisation au moment de Noël, avec ces mesures du Parlement européen qui voulaient enlever le joyeux Noël, etc. Quand Reconquête réagit à l'actualité sur des thèmes qui leur sont propres, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu des moments de dynamique, encore récemment avec la GPA, avec ce fameux tweet « Où est la maman ?» qui a complètement, pendant 2-3 jours, fait basculer l'actualité nationale sur ce sujet. Là-dessus, elle est forte en réaction. C'est là-dessus qu'ils ont marqué des points. Le problème, c'est que finalement, ils n'ont pas réussi à capitaliser dans le temps. Mais sur ces courtes séquences-là, ils ont réussi à marquer l'opinion publique en bien et en mal. Parce que finalement, pendant Crépol, il y a eu, ou pendant l'affaire Lola, pour remonter un peu plus tôt, il y a eu ceux qui ont dit qu'ils avaient eu un rôle très important de lanceurs d'alerte, etc. Et il y a ceux, au contraire, qui ont critiqué leur outrance et leur récupération politique. Et sur la liste,
ça manque un peu de personnalité issue de la société civile. C'est-à-dire que, après, c'est des plus gros partis, mais LR, elle est chercher une agricultrice. Le RN, elle est chercher les Jerry, etc., qui ne sont pas des habitués de la politique. Est-ce que ça fait défaut Comment elle s'est constituée d'abord, cette liste? Bah, eux, ils sont partis d'un constat, c'est-à-dire que finalement, les ralliements, donc on évoquait les ralliements de LR, ou du RN, les ralliements de Reconquête, ils ont déjà été faits en 2022. Eux, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà récupéré en 2022 Nicolas B du RN, Guillaume Pelletier de LR, Jean Messia, qu'on peut qualifier de société civile finalement. Pour eux, ils avaient déjà fait leur prise de guerre politique et société civile pendant 2022, et donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'en refaire une couche. Pour eux, c'était finalement notre force, c'est qu'on met nos grosses têtes de liste sur les 5-6 premières places. Et en fait, finalement, quand on regarde les 6, 7, 8 premières places de Reconquête, c'est vrai qu'il y a des noms. C'est-à-dire qu'on a donc Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Sarah Knafo, qui est quand même un sujet en soi, Nicolas B, Stanislas Rigaud, Diamarieux, Philippe Vardon, nanana. C'est des marques qui sont déjà identifiées. Donc eux, ils se sont dit, on n'a pas besoin d'en rajouter plus. On met nos noms, on les a, et donc on ne va pas chercher des gens en plus, surtout que c'est un petit parti, donc les équilibres internes sont très fragiles. Donc il faut faire plaisir à tout le monde. Et à ce propos, concernant l'ambiance interne, on a lu dans Le Point notamment et dans d'autres papiers politiques qu'il y avait des tensions assez importantes entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Ça se base sur quoi ces tensions? C'est juste des divergences stratégiques ou c'est des questions de caractère? Comment ça se passe? Alors, ce qui est sûr, c'est que sur les divergences politiques et stratégiques, elles existent. Ils l'ont tous les deux plus ou moins reconnu, finalement, que ce soit au micro ou en dehors, qu'il y avait des vraies divergences stratégiques. Je ne vais pas parler trop des divergences humaines, parce que, honnêtement, je ne crois pas. Je pense que, certes, c'est deux personnalités assez différentes. Marion Maréchal, nous l'avait assez bien exprimé dans la couverture qu'on avait fait dans Valeurs Actuelles il y a quelques semaines, où elle nous expliquait, bon, voilà, c'est deux personnalités différentes, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même vie, mais ils s'entendent finalement sur 90% des sujets. Là où ça a fâché, c'est déjà avec les équipes plus respectives que les deux personnes. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un parti Reconquête qui, pendant 2022, s'est construit autour d'Éric Zemmour, et qui finalement, avec l'arrivée de Marion Maréchal et de ses équipes, a dû être confronté pour la première fois à un phénomène nouveau, c'est comment on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est une autre méthode de travailler, et donc ça, oui, forcément, ça crée des petites tensions, mais comme je pense dans tous les partis politiques. La principale source de tension chez Reconquête, ça a été sur la stratégie politique. D'un côté, si on devait schématiser, Marion Maréchal et ses équipes qui considèrent, de par son histoire à elle, qu'elle n'a pas trop d'intérêt à attaquer frontalement Jordan Bardella et le Rassemblement national, mais plutôt d'aller chercher des voix chez François-Xavier Bellamy et LR en les attaquant énormément. Et de l'autre, pour caricaturer une nouvelle fois, c'est un peu plus nuancé, ceux autour d'Éric Zemmour, qui considèrent qu'au contraire, les voix qui doivent être cherchées, c'est chez Jordan Bardella et le Rassemblement national, et qui donc, il ne faut pas éviter le sujet RN, et il faut montrer ces divergences avec le RN, que ce soit sur le sociétal, sur l'économie, sur les questions européennes, etc. Ça a été le vrai point de divergence, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce que ce transfert de voix a lieu? Est-ce qu'on peut observer que des électeurs de François-Xavier Bellamy sont partis chez Marion? Est-ce que des électeurs de Bardella sont partis chez Marion? Ça n'apparaît pas dans les sondages. Aujourd'hui, les faits donnent plutôt raison à ceux qui, chez Reconquête, considèrent qu'il n'y a pas de voix supplémentaire à chercher sur LR. C'est qu'aujourd'hui, si on prend les derniers sondages, notamment celui qui est paru cette semaine, ce lundi, il y a aujourd'hui quasiment un électeur sur deux d'Éric Zemmour en 2022 qui se dit prêt ou certain d'aller voter pour Jordan Bardella dimanche. À l'opposé, la campagne très forte de Marion Maréchal ces dernières semaines contre François-Xavier Bellamy, on l'a vu notamment pendant les débats, où elle s'est montrée contre lui. Damien Rieu a montré à plusieurs reprises les compromissions avec l'islamisme de certains élus LR. Enfin bref, il y a une vraie stratégie de Marion Maréchal là-dessus. Et en final, on voit qu'aujourd'hui, chez Marion Maréchal, elle récupère qu'entre 1 et 3% des électeurs de LR à l'élection présidentielle de 2022, donc de Valérie Pécresse. Donc en réalité, on voit que ça ne prend pas à droite, et qu'il y a un vivier aujourd'hui assez énorme, notamment chez les jeunes, d'électeurs zemmouristes, entre guillemets, qui, eux, se disent prêts à voter par Jordan Bardella. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est simplement par vote utile? C'est-à-dire, on voit que Jordan Bardella est à un niveau extrêmement élevé et on a envie de
entre guillemets, mettre la plus grosse claque possible à Emmanuel Macron, donc on va le porter si on peut à 34, 35, 36%, ou est-ce que c'est un vote d'adhésion avec des jeunes zémoristes qui se disent bon bah je me reconnais en Jordan Bardella. C'est difficile à savoir. Et donc à ce propos, si on considère que l'hypothèse de Bardella qui cartonne au détriment de Marion Maréchal, si Marion Maréchal fait moins de 5%, qu'est-ce que devient Reconquête ? Bah, c'est la question à 1 million. C'est très difficile à savoir. Moi, je pense que le parti survivra. Je ne pense pas que c'est une élection, comme certains l'ont écrit, une élection où le Reconquête joue sa survie politique. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a toujours une place pour ce parti qui existe dans l'actualité, dans les faits divers qu'ils présentent comme des faits de société, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer leur manière de faire la politique. S'ils n'ont pas d'élu après 2 élections, je pense qu'on pourrait se diriger vers un parti politique qui se transforme peu à peu en lanceur d'alerte, un parti un peu hybride entre le parti politique et le lanceur d'alerte, ce qui est un peu ce qu'ils sont aujourd'hui finalement. Et on pourrait se diriger vers cela. Proche du think tank presque que du... Non, pas forcément. Moi, je pense que Éric Zemmour, s'il a envie de se présenter en 2027, je pense qu'il y a toujours un espace pour lui en 2027. Il ne faut pas oublier que dans des conditions qui étaient tout autres, mais en 2022, il est monté dans des sondages à 15, 16, 17%. Donc il y a un moment, il y a eu des Français en masse qui ont hésité ou qui ont considéré l'hypothèse Zemmour. Donc je pense que ces Français-là, ils n'ont pas disparu. En tout cas, c'est ce que les équipes de Reconquête Éric Zemmour pensent. Maintenant, c'est sûr que s'ils font 4% le 9 juin, ça va pas être la fête. Hein. Mais je pense pas qu'ils vont disparaître. Salut Edouard. Salut. Alors toi, tu as suivi la campagne de François-Xavier Bellamy. Je vais commencer avec la même question que pour Victor. Sa nomination qui arrive assez tard, fin janvier, je crois, pendant la crise des agriculteurs. C'est Éric Ciotti qui l'a officialisé sur TF1. Comment ça s'est passé cette nomination en interne ? Est-ce que ça a été un processus un peu long ? Faut comprendre que François-Xavier Bellamy en fait, a fait la campagne en 2019. C'est Laurent Wauquiez qui l'avait nommé à l'époque. Et c'était un pari sur l'avenir, en fait, parce que François-Xavier Bellamy, à l'époque, avait 34 ans. Il était adjoint au maire de Versailles, donc c'était c'était vraiment un pari. Et donc là, en le nommant, en plus avec le score qu'il a fait, donc les attentes, il avait fait 8 et un peu plus, par rapport à des intentions de vote qui étaient bien supérieures à une semaine du vote. Il y a eu un traumatisme en fait sur les sondages. Il était donné à 13,5 et puis il retombe à 8,4 à peu près. Donc en interne, il y a pas mal de cadres qui se pinçaient un peu le nez en se disant putain, c'est encore lui qui va y aller. Et en même temps, les militants, la base militante, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus à droite que les cadres du parti, qui eux voulaient absolument que ce soit Bellamy le candidat. Et donc ça s'est fait un peu comme ça et un peu dans l'attente. Parce que les cadres ne savaient pas si c'était le bon choix en fait, pour y aller. Mais maintenant, tout le monde est à peu près raccord sur le choix de... Ils hésitaient pour la ligne idéologique de François-Xavier Bellamy ou pour son score de 2019 ? Je pense un peu des deux. Déjà le score évidemment, parce que Laurent Wauquiez, il ne faut pas oublier qu'il a démissionné suite à la suite de cet échec, de ce score-là. Il y avait aussi la ligne, chez certains cadres en tout cas, qui... D'ailleurs, on le voit même maintenant, quand on regarde Xavier Bertrand qui s'est énervé après le tweet polémique sur l'Algérie. Il y a toujours encore des petites dissensions comme ça. Donc c'est un peu des deux. Et par rapport à 2019, qu'est-ce qui change dans sa campagne ? Il a l'air quand même beaucoup plus offensif. Sur quoi est-ce qu'il a travaillé ? Déjà, en 2019, il faisait beaucoup de terrain. Il était partout, tout le temps. Et donc là, son équipe de campagne a décidé de resserrer un peu. Donc il fait du terrain, évidemment. Mais il est beaucoup plus à la télé, à la radio. Il fait plus de médias. Et il envoie les candidats, donc Céline Imar et Christophe Gomard, sur le terrain. Donc ils se démultiplient un peu partout. Donc ça, c'est la grande différence entre 2019 et 2024. Et sur sa liste en tant que telle, donc tu as parlé de Céline Imar et de Christophe Gomard, est-ce que le reste de la liste fait du poids ? On a entendu que la nomination de Nadine Morano, Brice Hortefeux, qui ont renouvelé une confiance pour cette élection, faisait un peu grasser des dents. Comment ça s'est passé la nomination ? Donc ça a été très long, c'est-à-dire qu'il y a eu la CNI le mardi matin, très tôt. Éric Ciotti a demandé à tous les députés, en général ils viennent le mardi à Paris, sinon ils sont en circonscription, de venir pour avoir plus de points en fait, pour Éric Ciotti je veux dire. Et Nadine Morano et Brice Hortefeux ont été... le choix était
plutôt critiqué en interne. Il y a eu 13 sénateurs qui ont refusé de voter. Le camp retailliste s'est plutôt énervé en fait. Le clan retrailliste est assez absent au final. Ouais, mais ils sont très proches de François-Xavier Bellamy en fait. Ils le soutiennent. Enfin, c'est vraiment Bruno Retailleau et Bellamy sont très très proches. Donc ça a fait grincer des dents, notamment auprès des militants aussi qui voulaient vraiment un renouvellement, notamment Guillaume Carayon aussi qui a sa place. Ouais, qui a sa place, mais qui espérait être dans le, enfin comment dire. D'être mieux placé. Ouais, d'être mieux placé, d'être cinquième au moins. Il y a eu des discussions dans ce sens avec Wauquiez, même une altercation au moins avec Laurent Wauquiez. En cinquième position, d'ailleurs, ils ont mis Laurent Castillo, qui est un très proche d'Éric Ciotti. Et Éric Ciotti avait dit je veux un Niçois en cinquième position. Donc, mais Laurent Castillo fait du terrain et finalement, la liste pour l'instant est plutôt cohérente, on va dire. Et sur Bellamy en tant que tel, il y a quelques projecteurs dont on a beaucoup parlé quand il intervient sur le plateau après le débat entre Bardella et Attal, ça fait des millions de vues. Aujourd'hui, on est lundi. Il y a eu Sciences Po, bien sûr, face aux manifestations pro-Palestine. Aujourd'hui, on est lundi, donc ce matin, il est arrivé sur France Info juste après que Gabriel Attal ait rejoint Valérie Ayé. C'est des coups de projecteur, mais qui au final ne se traduisent pas vraiment dans les sondages. On dirait que sa campagne décolle pas vraiment. Ouais, ça se traduit pas dans les sondages, mais encore une fois, j'en ai parlé justement avec pas mal de monde au sein du parti. Ils regardent très peu les sondages. Ils les regardaient au début. D'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante, c'est que le parti avait commandé des sondages de Cluster 17 pour un peu voir dans quel électorat il pouvait récupérer. Laurent Wauquiez, lui, tablait sur l'électorat de Marion Maréchal et Éric Ciotti sur celui de Valérie Ayé. Et ils ne savaient pas trop. Il y avait beaucoup de. C'est pas des engueulades, mais beaucoup de dissensions là-dessus. Ensuite, il y a eu le meeting d'Aubervilliers où Céline Imar a scandé à un moment. Elle avait dit j'ai jamais voté pour Macron ni en 2017 ni en 2022 et aux deux tours. D'accord. Et le lendemain, François-Xavier Bellamy est invité sur France Inter. Il est obligé de se justifier des propos de Céline Imar. Et François-Xavier Bellamy est quand même pas soupçonnable de voter Macron. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il avait même dit qu'au second tour, il voterait Zemmour, plutôt que Macron. Et Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy se sont un peu énervés contre Céline Imar en disant on espère capter l'électorat macroniste, et en même temps on dit qu'on vote pas Macron. Donc il y a eu aussi toute cette espèce de récupération d'électorat, voilà quoi. Et toi, tu dirais que c'est quoi la stratégie fixe de Bellamy ? Qu'est-ce qui... c'est parier sur le bilan, sur le travail. C'est pour ça qu'on ne le voit pas dans les sondages, puisque la communication politique aujourd'hui a quasi évacué le côté travail, le bilan. D'ailleurs, il est salué pour son bilan, même par d'autres députés européens. J'étais allé au Parlement européen le voir pour faire un portrait. Pendant le déjeuner, une députée LFI est allée le saluer. Vraiment très. Non, c'était. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Mais il a été venu le saluer. Il est très apprécié et reconnu comme étant un vrai bosseur en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui reproche à des candidats comme Bardella d'être jamais présent et de voilà. Donc il parie là-dessus. Après, est-ce que c'est payant? Ça, c'est la politique d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Et comment il vit sa rivalité avec Marion Maréchal ? Parce que si on les prend l'un et l'autre individuellement, ils sont quasiment sur exactement la même ligne, sur les sujets essentiels, on va dire. Comment est-ce qu'il essaie de se démarquer d'elle, en sachant que Marion Maréchal l'attaque régulièrement sur son parti, sur son appartenance au PPE, etc. Marion Maréchal, elle a passé la campagne à lui taper dessus. C'était leur stratégie. D'ailleurs... je vais finir sur Bellamy et Marion, mais ça n'a pas été payant. En tout cas, c'est pas payant dans les sondages. Quand on regarde dans le détail, là, le dernier sondage Ipsos montre que 1% des électeurs de Pécresse en 2022 votent pour la liste de Marion. D'accord. Donc en fait, ça ne change absolument rien. Dans celui de la Tribune Dimanche, donc, je crois que c'est Elab, c'est 4% des électeurs de Pécresse. Donc là, Marion Maréchal voit que taper sur Bellamy, notamment même à CNews, avec les photos, avec l'islamo-droitisme, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est plutôt à l'avantage de Bellamy. Après, ce qui les différencie,
Déjà, l'expérience. Je veux dire, François-Xavier Bellamy est député européen, il est à la tête du plus grand groupe, le PPE, est le plus puissant d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'échine à défendre pendant toute la campagne, c'est envoyer le plus de députés dans le plus grand groupe, puisque, pour faire simple, au Parlement, il y a les sociodémocrates et la droite. Et les deux groupes décident un peu des mesures et de ce qui est voté. Après, ce qui les différencie, sur le plan européen, sur la guerre en Ukraine, Marion Maréchal est par exemple contre l'envoi de troupes au sol, mais Bellamy aussi, mais contre même de matériel. C'est-à-dire qu'ils veulent limiter le plus possible. Pour le vote, pour le score final du 9 juin, qu'est-ce qui se joue chez les Républicains ? Ouais, ça survit. Ça survit ? Ça survit. Et après, ils ont un candidat putatif qui est Laurent Wauquiez, qui lui reste en retrait pour l'instant. C'est une vraie stratégie qu'il adopte, c'est qu'il ne veut pas parler. Et puis, pour l'instant, dans les sondages, il est plutôt mal embarqué, on va dire. Mais c'est clairement la survie du parti. Aurélien Pradier, par exemple, a fait... il y a un portrait dans Le Point où il dit que s'il y a un mauvais résultat, il ira ailleurs. Il y a notamment des militants qui sont déjà partis au RN. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les sondages que le 6,5 à 8%, ce que font à chaque fois LR dans tous les sondages depuis le début de la campagne, c'est ce qui reste vraiment des LR. C'est vraiment le socle. Il reste 7% en gros d'électeurs LR dans le pays. Et eux, ils ont envie aussi de remettre en place le clivage gauche-droite pour avoir plus de poids dans le pays. Et c'est plutôt à la fois la survie et redonner en fait un cap à la droite qui a été complètement vidé de sa substance par le macronisme. D'ailleurs, les déçus de la droite, ça qui est intéressant, c'est que dans les sondages, ils sautent directement chez Bardella. Ils passent pas par Bellamy. Ouais. Et c'est vraiment de récupérer tout cet électorat-là, donc libéral, conservateur, et de pas laisser ça au RN. On passe à Bardella maintenant. À l'heure où on se parle, ce lundi, il est estimé autour de 34%, je crois. C'est une campagne quasi parfaite. C'est-à-dire, à ma connaissance, jamais il a vraiment été inquiété. Est-ce que le parti du RN s'attendait à un raz-de-marée pareil ? Non. En tout cas, pas au moment où ils annoncent leur candidature. Donc, cet été, ce qui était assez naturel finalement. Il n'y a eu aucun doute sur la candidature de Jordan Bardella, même si elle a été annoncée un peu plus tard. Non, eux, leur objectif au départ, ça paraît déjà loin, mais si on se ramène un an avant, ils se disent, si on fait mieux qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire entre 22 et 25%, c'est gagné. C'est-à-dire, nous, notre objectif premier, il y a un an, ils se disaient, c'est de finir devant le candidat Renaissance, qui à l'époque n'était pas encore annoncé, et capitaliser sur 2022 législatives. Et voilà, et c'était leur seul objectif. Donc non, je pense qu'on leur aurait demandé à Jordan Bardella ou Marine Le Pen si Bardella pourrait passer les 30%. Jamais de la vie. Non, maintenant, je pense qu'ils ont réussi leur campagne. Enfin, il a réussi sa campagne, parce qu'on va peut-être parler de la liste un peu plus tard, parce qu'il a réussi à concentrer les haines ou l'opposition anti-Macron. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un vote... d'adhésion à Jordan Bardella et au Rassemblement national, et ça se concrétise dans les sondages, c'est-à-dire qu'on le voit que les questions de pouvoir d'achat, d'identité, d'immigration, de sécurité sont des thèmes marqueurs du Rassemblement national, et là-dessus, ils ont presque finalement un monopole sur ces questions-là, et il y a une adhésion majoritaire en France sur ces questions-là, mais à cela, c'est greffé aussi tout un vote contestataire que le RN, je pense, ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'en focalisant la campagne sur son opposition à Gabriel Attal, à Emmanuel Macron, au macronisme dans le sens à la fois français et européen, c'est-à-dire ce qu'est le macronisme au niveau européen, il a engrangé, il s'est présenté comme l'opposant numéro 1 de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron, du macronisme au sens large, et il a récolté au fur et à mesure ses voix de gens qui n'avaient jamais voté au RN jusqu'à aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Et c'est ça la force de sa campagne, je pense, c'est qu'il a réussi à incarner la contestation numéro 1 sans aucun débat possible à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il est estimé au-dessus de 30%. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent à quel point c'est inédit, historique, parce que donc, c'est ce qu'on relaie un peu partout dans la presse politique, mais pour ceux peut-être qui ne sont pas
sensibiliser politiquement. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose d'assez phénoménal ? C'est inédit parce que déjà, toute liste confondue, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que la liste de Simone Veil avait récolté 34%, enfin, je crois que c'était 34%, ce qui est le record. Donc là, il s'approche de niveau historique, tout parti confondu. Et pour le Rassemblement national en tant que tel, en tant que famille politique, c'est un raz-de-marée qu'ils n'ont jamais connu. Ce serait plus de 10%, plus de 10 points de plus qu'il y a 5 ans. Ce serait une continuation de leur percée aux législatives. Ce serait un raz-de-marée même au niveau européen. C'est-à-dire que là, à aujourd'hui, aucun autre parti de droite nationale ou patriote en Europe, alors pourtant il y a une poussée nationale en Europe, n'atteint des scores pareils. On le voit en Italie, on le voit en Allemagne aussi à l'AfD, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Autriche, on le voit dans plein de pays, en Espagne, on l'en voit partout, mais jamais à des 32, 33, 34%. Donc en cela, c'est historique. Et ce qui est doublement historique, c'est le chiffre extrêmement bas du pouvoir en place. Oui, c'est que là, on n'est pas sur deux listes finalement qui seraient extrêmement hautes entre une polarisation à 33 et 32 ou 33 à 30. Non, là, on a un écart où il y a plus de 15 points d'avance entre la majorité présidentielle et son principal opposant. Et ça, c'est pour le coup historique. Au départ, je disais qu'il avait fait une campagne quasi parfaite, qu'il y a quand même eu ce débat avec Gabriel Attal qui, assez unanimement, est jugé être... Comment dire, Bardella est sorti plus décevant que prévu. Ça n'a pas eu une incidence non. particulière surprenamment, même au sein du RN où donc déjà, il faut dire qu'il y a eu un sondage qui a été réalisé au lendemain du vote qui expliquait qu'en gros, finalement, 51% des Français avaient jugé Jordan Bardella meilleur. Donc déjà, c'est un sondage qui rassure. Je peux vous promettre que quand les cadres du RN ont vu le sondage arriver, ils ont eu un énorme ouf de soulagement collectif. Parce qu'ils savaient bien, et je pense que Jordan Bardella en premier a compris qu'il n'avait pas été aussi à l'aise qu'il avait pu être par le passé, lui qui s'était donné une marque finalement à être extrêmement fort dans les débats, notamment avec des ministres, puisque en 2022, il avait marqué des points face à Olivier Véran, face à Gérald Darmanin, ça avait participé à son ascension politique, et donc là, il sait qu'il n'a pas été aussi... il n'a pas écrasé le match comme il avait pu le faire par le passé. Ce que je peux essayer d'expliquer, on va dire, c'est que au RN, on nous explique que finalement, il est arrivé dans ce match-là en se disant faut surtout pas que je perde de points. Faut pas que j'en perde, c'est pas grave. J'ai pas forcément besoin d'en gagner, mais faut pas que je perde. Donc moi, c'est ce que j'expliquais dans un papier qu'on a écrit dans Valeurs il y a quelques semaines. J'expliquais que finalement, il est arrivé dans ce débat comme un boxeur qui, finalement, au 12e round, sait qu'il a gagné au point et qu'il doit surtout éviter le chaos technique. L'avance des sondages, il l'a. Il sait qu'il n'a pas besoin de gagner ce débat pour gagner l'élection. L'élection, elle était finalement gagnée d'avance. Et donc, il voulait surtout éviter le chaos. Donc, il a été plus défensif que ce qu'il a l'habitude de faire, peut-être dans un rôle qui lui sied un peu moins, lui qui était habitué à cogner avec des punchlines, etc. Il l'a joué un peu plus défensif, finalement un peu comme Marine Le Pen en 2022, dans son deuxième débat face à Emmanuel Macron, où, toujours un petit peu chahutée par son débat de 2017, elle était arrivée en 2022 en se disant surtout, pas d'erreur, et au pire, je prends le match nul. Et j'ai eu l'impression parfois que Jordan Bardella a fait un petit peu la même démarche, de se dire finalement, on défend, solide derrière, comme on dit au foot, et s'il y a un 0, on prend le 1-0. Et je pense qu'il a été surpris de la posture radicale et offensive de Gabriel Attal. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Et je pense qu'il a été un peu pris à la gorge au départ. Donc oui, je pense que beaucoup de gens au RN disent qu'il n'a pas été... resplendissant et qu'il n'a pas écrasé le débat, mais je pense qu'il ne s'est pas écrasé non plus. Et face à un Premier ministre, je pense que c'est tout ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire, il a montré qu'il pouvait tenir tête au Premier ministre. Ça, et en même temps, c'est ce qui ressort un peu, c'est que lui arrive à tenir tête au Premier ministre et de ce point de vue-là se détache un peu de Marine Le Pen qui n'a jamais vraiment réussi à être à la hauteur d'Emmanuel Macron. Si Bardella fait un score considérable autour de 34, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Est-ce que son statut change un peu plus au RN ? Est-ce que ça peut bousculer des lignes ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que son statut en tant que tel, il est déjà au sommet, mais... Il est déjà au sommet, mais ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que ce mec-là, qui a donc 28 ans, il est dans tous les sondages de personnalité politique parmi les 2-3
préféré des Français. Dans les sondages un peu plus larges, on voit qu'il arrive à convaincre un peu plus dans des secteurs spécifiques que Marine Le Pen, notamment chez les CSP+, ou les jeunes. Il arrive à agrandir le socle électoral du RN. Donc finalement, je ne pense pas que ce soit son score qui fasse 30 ou 35 qui change radicalement l'image de Jordan Bardella. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une stature aujourd'hui de Premier ministre en puissance. C'est en tout cas le rôle que Marine Le Pen lui a confié dans ce ticket à 2 qu'ils sont en train de préparer. Donc elle à l'Élysée, lui à Matignon. La question que tu sous-entends, c'est est-ce qu'il pourrait, avoir des envies de prendre la place de Marine Le Pen en 2027. Ma conviction profonde en tant qu'observateur, c'est que je pense qu'il n'osera jamais outrepasser Marine Le Pen, parce que je pense que c'est quelqu'un qui lui doit énormément, et il le sait, avec une très grande loyauté envers elle, parce que c'est quand même elle qui l'a lancé, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à un moment où personne ne croyait en Jordan Bardella. Donc je ne pense pas au scénario, Il y a peut-être aucun intérêt au scénario à faire House aussi, of hein. Cards, Ouais. où Bardella comploterait dans l'ombre pour essayer de remplacer Marine Le Pen, comme on peut le lire ou l'entendre par-ci par-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen peut décider de elle-même, ou forcée par certains événements comme le procès d'assistant parlementaire européen qui arrive en octobre, où elle risque potentiellement une peine d'inéligibilité, elle peut très bien être amenée à le propulser lui sur le devant de la scène. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, je ne pense pas que si ça se fait, je ne dis pas que j'exclus totalement une candidature de Jordan Bardella en 2027, je pense que si ça se fait, ce n'aura pas été un grand complot et ça aurait été fait en accord avec Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle préfère avoir un second, voire un second plus aujourd'hui, qui est à côté d'elle, voire au-dessus en termes de sondage de popularité qu'en dessous. Pour elle, c'est tout gagnant. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci Sébastien. Antoine. Bon, on va passer avec tes pronos, ton score final. Est-ce que tu peux nous faire ton top 5, 6, sans aller, bien sûr. D'accord. Écoute, ouais, Jordan Bardella, 34%. Raphaël Glucksmann, 16. Valérie Hayé, 13. Bellamy, 10. Et Marion, 8. France Insoumise, 6, comme tu as dit tout à l'heure. Ok. Jordan Bardella, là il est annoncé, au moment où on tourne la vidéo, il est annoncé à 32, 33, 34. Je pense qu'il fera juste en dessous de 30%. Je pense qu'il fera 29%. Donc juste en dessous, Valérie Ayé, 17. Raphaël Glucksmann en 3ème, je pense que oui, ça il va pas dévisser, il va rester en 3ème position. Il fera, bon, c'est 12% peut-être. Oui, on a Bellamy, évidemment. Bellamy, je ne sais pas. Bellamy, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il augmentera, s'il fera plus de 8 ou s'il fera en fait moins de 8 et s'il ne décevra pas à la fin. Je pense que Marion Maréchal risque de passer sous les 5%. Je pense qu'il y a un gros risque de passer sous les 5%. Et pareil pour les écologistes. En fait, je pense que les écologistes, eux, c'est sûr qu'ils ne feront pas les 5%. Je pense que le RN finira à 32. Allez, entre 31 et 33, mais on va dire 32. Je pense que Glucksmann finira devant Valérie Hayé. D'une courte tête, ça peut être 15-14 ou 16-15. Enfin, ça va pas jouer à grand chose, mais en tout cas, ça va jouer dans un mouchoir de poche. LR à 7. Je pense que les Insoumis vont être entre 5 et 6, mais c'est pas impossible qu'ils descendent sous les 5. Mais on va dire 5,5 en ce moment. Je pense que ELV et Reconquête terminent sous les 5. Sous les 5. Ouais. Alors, je dirais RN en 1, Avec le score. 31%, je pense. Renaissance en 2, je dirais 16. Ensuite, Glucksmann, je pense qu'il fera 13,5. LR en 4, et je mettrai Bellamy à 8,5. LFI, Manon Aubry, je dirais 7,5. Ensuite, Toussaint, devant Reconquête, Toussaint 4,5. Et Reconquête 4.